Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, ravi de vous retrouver. L'actualité vue par Franck Muller, eh bien c'est ici et nous sommes mercredi 23 février. Ukraine, désinformation la plus totale. Nous voyons bien qu'il y a un terrible échec du président Macron face à la Russie à quelques jours de l'annonce de sa candidature pour sa réélection. L'échec d'Emmanuel Macron n'est que le fruit de sa propre politique, une relation franco-russe catastrophique dans un quinquennat où Emmanuel Macron n'a eu cesse d'éloigner la France de la Russie avec une politique anti-russe soutenue par une certaine classe médiatique pro-Macron et pro-atlantiste, pro-américaine. On a voulu nous faire croire que la situation était sur le point d'être sauvée par Emmanuel Macron avec de formidables images et photos mettant en scène notre président, parfois des photos en noir et blanc où il n'était pas rasé. Il était le sauveur, le négociateur jouant un rôle essentiel dans un pays qui pèserait assez lourd. Notre pays, la France, pèserait assez lourd pour dissuader Vladimir Poutine. Oui, bien sûr, voilà. Tout autre résultat qui en a découlé, auquel chacun pouvait s'attendre, une totale humiliation d'Emmanuel Macron, ni plus ni moins, malgré tout ce qu'il a voulu nous faire croire, s'estimant indispensable pour régler les problèmes de la planète entière, au lieu de régler les problèmes de la France. Incroyable le battage médiatique que nous avons eu. Bon, on va parler tout de suite de l'Ukraine, exclusivement, et j'y reviendrai 2-3 fois parce que j'ai plein d'informations, j'ai travaillé sur le dossier. Ce qui m'intéresse déjà, c'est de vous mettre donc cette carte. Cette carte de l'Ukraine. Alors, on va revenir sur l'histoire. Rien n'est sans l'histoire et sans la géographie. Il n'y a pas d'État-nation homogène en Ukraine, comme nous connaissons notre État de la France. Il y a des contradictions entre régions, il y a des différences historiques. Russie, Biélorussie, Ukraine ont eu un berceau commun, l'État des Slaves orientaux du 9e au 11e siècle. La capitale Kiev, qu'on a appelée Rousse, Russie ou Ruthénie. Voilà. Par la suite, leurs parcours se sont différenciés. Langue, religion, appartenance étatique. L'Ouest que vous voyez au-dessus de ma tête a longtemps été lié au Grand-Duché de Lituanie, au Royaume polonais, à l'Empire austro-hongrois. Après la Révolution de 1917 et la guerre civile est née la première formation nationale nommée Ukraine qui a cofondé en 1922 l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et la partie occidentale, annexée par la Pologne, a été récupérée en 1939 et en 1945. Et le territoire actuel de l'Ukraine s'est encore élargi en la Crimée en 1954. Et cette Crimée, remplie par une population de 85% de russophones, donc a été récupérée par la Russie. C'était l'annexion en 2014 par Poutine. Voilà. Donc l'Ukraine est partagée historiquement, culturellement, politiquement, entre l'Est et l'Ouest. Il n'y a aucun sens à dresser l'une contre l'autre, sauf à miser sur l'éclatement, voire la guerre civile. C'est certainement dans le calcul de certains, car à force de pousser à la cassure, comme le font les Occidentaux et leurs petits soldats sur place, le moment pourrait bientôt venir où l'Union européenne, l'OTAN, obtiendrait peut-être un petit morceau, mais la Russie prendra le sien, et c'est en train de se faire. Voilà. Alors, voilà, cette population russiphone, quand il y a eu les événements de Maïdan, il me semble bien qu'on a supprimé cette différenciation culturelle et on a voulu imposer uniquement le côté occidental à des gens qui étaient complètement à l'Est, qui travaillaient avec les Russes, qui parlaient russe, qui avaient des télévisions régionales russes qui ont été supprimées, interdites, autant que je me souvienne. Voilà. C'est très important de comprendre, si vous voulez. C'est un peu comme en Espagne, vous avez la Catalogne, Barcelone, c'est des Catalans, ils parlent catalan, et le pouvoir de Madrid, il n'en veut pas. Les accords qui avaient été faits à l'époque, c'était de faire un État un peu fédéral, où les régions auraient leur autonomie. Donc, la partie du Donbass, etc., qui sont un peu affiliés aux Russes, eh ben, ils auraient une petite indépendance, tout en faisant partie de l'Ukraine, mais avec leurs spécificités qui étaient sauvegardées, et bon, ça aurait pu aller. Mais bien entendu, la partie occidentale, les hommes d'affaires et les politiques ont tout fait, et puis vous avez aussi une équipe de néo-nazis dans le lot, ont tout fait pour brimer les gens qui étaient de culture russe, qui étaient russophones. Je vous dis, il me semble, en interdisant des radios et des télévisions ukrainiennes
de langue russe. Voilà, beaucoup d'affaires, beaucoup de pots de vin, etc., etc. C'est incroyable. C'est vraiment un panier de crabes là-bas. Hein. Voilà. Alors, bon, ça ne s'est pas fait. Donc, à un moment, eh ben, Poutine joue le coup. Hein, joue le coup. Alors, c'est une invasion. Des chars russes vont venir se positionner dans les régions russophones pour protéger les russophones, parce qu'il y a toujours un entretien de guerre larvée, il y a une petite bombe qui explose par-ci, une petite bombe, alors explose de l'autre côté, sur un poste frontière, alors on vous dit, ah oui, non, mais c'est les séparatistes russophones qui ont posé la bombe, et les autres vous disent, ah ben non, on ne saura jamais, on peut envoyer 3-4 personnes poser des bombes, et on va vous dire, ah oui, mais c'est de la faute des russophones, comme les russophones peuvent dire, mais c'est la faute des néo-nazis ukrainiens. Vous voyez, je veux dire, on peut. Il y a des gens qui sont entraînés actuellement en Angleterre et aux États-Unis pour aller foutre la merde sous ce qu'on appelle faux drapeau, false flag, c'est-à-dire que vous pensez que c'est une attaque d'un côté, admettons des russophones, et c'est simplement des Ukrainiens qui foutent le bordel pour que ça se déclenche et qu'on dise les méchants russophones ont attaqué les Ukrainiens occidentaux. Vous voyez, voilà, bref. Hein. Mais alors, il y aurait donc des invasions légitimes et des autres non légitimes. Il y a des invasions qui ne portent pas ce nom, et elles s'affichent comme une aide à la population en danger. Voilà, les Donbass sont historiquement russes, je le répète, tout comme l'Ukraine d'ailleurs, mais si le président Poutine vient en aide à la population du Donbass, c'est une invasion, et cela mérite des sanctions internationales. Mais la Libye, qui a toujours été un pays souverain, quand Sarkozy a déclaré la guerre à ce pays, soi-disant pour protéger la population de Benghazi, ce n'était pas une invasion, c'était une aide humanitaire. Ah voilà, 2 poids 2 mesures. Simplement parce que les intérêts américains ne sont pas les mêmes, et dans ce cas de la Libye, nous avions l'accord des Américains. Cela en dit long, bien entendu, sur l'indépendance diplomatique de la France et sur sa souveraineté. Aujourd'hui, la France est attaquée de toutes parts par la Russie sur nos intérêts en Afrique, via la force russe Wagner. Nous partons du Mali, nous avons perdu la République centrafricaine, mais ces pertes, à la limite, arrangent bien les Américains qui eux aussi espèrent ne plus voir la France sur le continent africain. Donc, on ne parle plus du sujet, et Macron, il nous fait de la pub pour ses allées-venues. Il passe son temps à régler les problèmes entre l'OTAN et la Russie, plutôt que de défendre nos intérêts en Afrique. Voilà. C'est pas pour la paix, hein, c'est pour exister, briller pour sa toute prochaine campagne, pour sa propagande médiatique. Ça va être le Chamberlain des temps modernes qui est à la recherche de la paix. Voilà. Hein. Et nous, nous, de toute façon, la France, c'en est fini, c'en est fini. Les deux puissances s'arrangent entre elles. Hein. Voilà. Et puis, on vous parle des sanctions, mais la Russie se moque à juste titre des sanctions, car elle est le premier exportateur de blé. À cause des premières sanctions, elle a développé sa culture du blé. Avant, elle importait du blé de France. Et maintenant, elle le fait, elle le cultive. Hein. Elle dispose en outre son armée, d'un stock d'or considérable et ne dépend que très partiellement du dollar. L'Allemagne est dépendante du gaz russe. Toute sanction va avoir pour effet de faire exploser le prix des matières premières et de denrées alimentaires dans le monde et l'Europe. Pour nous les civils, les Français, vous allez voir, hein, les États-Unis et l'OTAN veulent entraîner l'Europe dans une guerre qu'ils provoquent en ne respectant pas les accords de Minsk. Et je vous l'ai dit, il fallait faire une espèce de fédération. Voilà. Et ils placent leurs forces aux portes de l'Ukraine, censé être un espace au départ de neutralité entre l'Occident et la Russie. Voilà. Donc toute cette sanction contre la Russie renforce l'axe Moscou-Pékin et affaiblit un peu plus l'Europe. Et l'Europe est toujours placée sous domination américaine. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc bien sûr, Macron, on est bien d'accord, pipeau supplémentaire, voilà. Alors c'est facile de foutre le feu quand on n'envoie pas ses troupes et qu'on veut que les gens de l'OTAN, donc les Occidentaux, les Européens, se battent contre les Russes pour l'Ukraine. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose aussi pour l'Ukraine. Mais pourquoi? Pourquoi ça intéresse? Alors, c'est incroyable, mais l'Ukraine, c'est première réserve de minerais d'uranium, deuxième réserve européenne de minerais de titane, 10e réserve mondiale. C'est la deuxième réserve mondiale de minerais de manganèse, soit 12% des réserves mondiales. Deuxième réserve de minerais de fer. Deuxième réserve européenne de minerais de mercure. Troisième réserve européenne de gaz de schiste. Quatrième place mondiale en valeur totale des ressources naturelles. Septième réserve mondiale de charbon.
L'Ukraine est un pays agricole qui peut répondre aux besoins alimentaires de 600 millions de personnes. C'est la plus grande superficie de terre arable d'Europe. La troisième plus grande superficie de terre noire dans le monde. Premier exportateur mondial de tournesol et d'huile de tournesol. Deuxième producteur mondial d'orge. Troisième producteur mondial de maïs. Quatrième producteur mondial de pommes de terre. Cinquième producteur mondial de seigle. Cinquième place mondiale en production agricole. Miel, cire, gelée royale, pollen, propolis, venin d'abeille. Huitième exportateur mondial de blé. Neuvième producteur mondial d'œufs de poule. 16e exportateur mondial de fromage. L'Ukraine est un pays industrialisé, premier pays producteur européen d'ammoniac, deuxième plus grand réseau de gazoducs d'Europe et quatrième mondial, le troisième plus grand parc nucléaire européen, le troisième plus long réseau ferroviaire d'Europe, le troisième producteur mondial d'équipements de localisation après les États-Unis et la France, troisième exportateur mondial de fer, quatrième exportateur mondial de turbines pour centrales nucléaires, huitième exportateur mondial de minerais, neuvième exportateur mondial dans l'industrie de l'armement, dixième producteur mondial d'acier, voilà. Hein, bon, il faut savoir. Je vais terminer avec un courrier, je dois voir un général cet après-midi qui est parti en Ukraine et il était content au départ en 2016, hein, il était place Maïdan et c'est là où il y avait tout le Barnum révolutionnaire qui s'était installé, le podium où Spabanet, Biden et BHL. Et il nous dit, bah, c'est peut-être là que la Troisième Guerre mondiale avait commencé. Voilà. Hein. Alors, il a dit, voilà une note que j'ai faite pour certaines personnes politiques. Hein. J'ai mené la première délégation de l'OTAN après la crise de la place Maïdan, ou Biden, alors vice-président d'Obama. Vous voyez, n'oubliez pas que le fils Biden est président, vice-président d'une société gazière, simplement parce que c'était le fils à Biden. Vous voyez, il y a tout un micmac, il y a tous des intérêts. Hein, voilà. Donc, il nous explique qu'il y avait Biden et BHL qui animaient la révolution ukrainienne et profitaient ensuite des joies nocturnes de Kiev. Allez comprendre, je lui poserai la question. Et l'année suivante, j'ai participé à un colloque à Kiev sur la façon de reconquérir le Donbass et la Crimée, et j'ai pu constater que l'Ukraine était sous influence des Américains. Des lieutenants-colonels US donnaient des directives aux ministres ukrainiens dans les groupes de travail. Même ambiance également dans les pays baltes, hein, Lituanie, Lettonie, etc., où j'ai rempli quelques missions aussi. Alors il me rappelle qu'à la petite journaliste de C'est dans l'air qui reproche à Marine Le Pen de ne rien vouloir faire pour défendre l'Ukraine, Marine lui a répondu « Et vous, vous voudriez que votre fils meure pour l'Ukraine ?» Pas de réponse. Voilà. Si quelqu'un fait tout péter dans cette histoire, ce sont les États-Unis. Comprenez-les bien, et c'est simplement pour servir les États-Unis. Hein. Ils ne se gênent pas pour intervenir dans d'autres pays, c'est toujours pour aider la population. Hein. On a démembré la Serbie pour détacher le Kosovo et tout. On ne s'est pas préoccupé que la Yougoslavie ou la Serbie était un État autonome, libre, souverain. Non, on est allé faire de l'ingérence, comme on a voulu faire de l'ingérence aussi en Syrie. Également en Libye, j'en ai parlé. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous avez compris, vous m'avez suivi. Je reviendrai parce qu'il y a des tas de choses au niveau du gaz et tout, vous allez voir, c'est sidérant. Et bon, 13 minutes, on va rester là, hein, mais vous avez bien compris. Et on va remettre cette carte que toute la partie qui est donc côté Russe-Biélorussie, elle est achevée, ce sont des russophones, donc un tiers du pays. Et donc, ce pays, il s'est déplacé de 30 ou 40% à l'est, à l'ouest, appartenant à la Pologne, puis à la Russie. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, suivant les guerres mondiales, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc, il ne faut pas s'étonner. Ce n'est pas un État fermé comme la France, qui était bloqué par ses frontières maritimes d'un côté, et qui a légèrement bougé au niveau de l'Alsace-Lorraine il y a 400 ans, qui est rentré sous Louis XIV hein, en France, et puis qui a été détaché après par les Allemands en 1870, mais vous voyez, et puis rappelez-vous que le comté de Nice, pareil, est français depuis les années 1800 et quelques, et avant était italien. Et donc, la France, bon, étant donné qu'elle est au bout du continent européen, elle n'a pas bougé d'un côté, et il y a juste ses frontières qui ont légèrement fluctué sur le côté est, voilà. Mais l'Ukraine, elle a complètement été un petit peu, voilà. Ce qui fait qu'il y a des populations qui sont plutôt polonaises, ou lituaniennes, lettonnes, ou plutôt russophones. Vous voyez, donc il ne faut absolument pas regarder ça avec
un regard classique de gens qui sont habitués à une centralisation jacobine. Tout se dirigeait à Paris, et depuis la Révolution, depuis l'Empire, voire même au temps des rois déjà un petit peu, les rois tout-puissants. Vous voyez, c'est tout. C'est simplement ça, et donc beaucoup de magouilles, beaucoup de combines. C'est ce que je voulais déjà dans une première vidéo vous expliquer. Voilà. Bon, écoutez, il y en aura d'autres, parce que... Allez, je vous laisse pour l'instant, je vous laisse méditer. Regardez la carte et vous comprenez déjà mieux ce qui se passe. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Merci. Au revoir. Chers amis, bonjour, bonsoir. Eh bien voilà, dans 1 mois et demi, on va devoir de nouveau aller voter. Vous vous rappelez aux dernières élections, il n'y a même pas 5 ans? Eh bien, on avait le choix entre Marine Le Pen et Macron. Et ceux qui n'allaient pas voter disaient « Je ne peux pas choisir entre la peste et le choléra ». Eh bien, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons eu le Covid-19. Eh bien, si vous n'allez pas voter, soyez pas étonnés que cette fois, on ait le Covid-22.